comment un esprit se construit à partir de rien. On regarde un enfant et on a l'impression comme ça de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Mais c'est un leurre complet. Ah oui, C'est pas un cerveau d'adulte en plus petit. non, c'est autre chose. C'est un univers en pleine expansion, avec des lois de la physique, on pourrait dire, complètement différentes des nôtres. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on plonge dans des documents qui nous ouvrent un peu les portes de cet univers. Et ça, c'est grâce à l'un de ses plus grands explorateurs, Jean Piaget. Mhm. Notre mission, c'est de suivre à la trace comment un enfant apprend à raisonner. On va essayer de voir comment cette magie de la logique s'installe étape par étape dans un cerveau qui au départ ne croit que ce qu'il voit. C'est exactement ça. Et l'idée de génie de Piaget, que toutes nos sources mettent en avant, c'est que l'enfant, c'est pas une éponge qui absorbe passivement des connaissances. Non, il est actif. Il est actif. C'est un bâtisseur. Il construit son intelligence en touchant, en poussant, en agissant sur le monde, quoi. Chaque interaction l'oblige à réorganiser sa pensée. D'accord. Et toute l'aventure, c'est de voir comment il passe de la confiance aveugle en ses yeux à la confiance en sa propre logique. D'accord. Alors, posons la première brique de ce chantier. Les sources parlent d'un concept qui, pour nous, paraît totalement banal, mais qui, pour un enfant, est un véritable Everest à gravir. La conservation. Oui, Ça sonne un peu technique comme ça, mais en fait, c'est très concret. on a tous vécu ça. Imaginez, vous versez le jus d'un verre qui est court et large dans un verre haut et fin. Oui. Ah oui, bien sûr. La conservation, c'est ce moment eureka où l'enfant comprend que la quantité, elle, n'a pas changé, même si la forme a changé. C'est le moment où son cerveau apprend à faire confiance à sa logique plutôt qu'à ses yeux. Et ce déclic, il arrive quand, à peu près? Alors, selon les travaux de Piaget, ça se produit généralement entre 7 et 11 ans. Ça paraît si simple pour nous, mais ça doit être comme apprendre un super pouvoir. Comment le cerveau y arrive? Quels sont les outils qui doivent se forger pour réussir cet exploit? C'est une bonne image, la boîte à outils. Les recherches qu'on a là, elles semblent pointer vers une boîte à outils mentale en 3 parties. C'est exactement ça, c'est pas un coup de baguette magique. Le premier outil, le plus basique, c'est l'identité. L'identité. L'enfant doit intégrer que c'est la même pâte à modeler, le même jus, on n'a rien ajouté, rien retiré, c'est le point de départ, le constat simple, c'est toujours la même chose. D'accord. Le deuxième outil, c'est la réversibilité. Ça, c'est un peu le bouton retour en arrière du cerveau. Oui, voilà. L'enfant devient capable de se dire « si je reprenais cette saucisse de pâte à modeler et que je la remettais en boule, elle serait exactement comme l'autre ». Il peut annuler mentalement l'action. C'est ça. Et le troisième, qui est le plus sophistiqué, c'est la décentration. La décentration. C'est la fin de la pensée à sens unique. Avant, l'enfant était obsédé par une seule dimension. Le verre est plus haut, donc il y a plus de jus. Il est bloqué là-dessus. Voilà. Avec la décentration, il peut jongler avec plusieurs idées en même temps. D'accord, c'est plus haut, mais c'est aussi beaucoup plus fin. L'un compense l'autre. Son esprit n'est plus coincé. Et ce qui est fascinant, c'est que les sources décrivent ça non pas comme un interrupteur on-off, mais comme une progression lente, une vraie saga en 3 actes. Oui, Avant 6 ans, c'est l'âge de l'illusion, le monde est ce qu'il paraît être. La pâte est plus longue, donc il y en a plus. fin de la discussion. Voilà. C'est le règne absolu de la perception. Puis, vers 6-7 ans, on entre dans une phase de doute, une sorte de crise existentielle. Ah oui. L'enfant sent bien qu'il y a un truc. Il va dire « c'est pareil », mais si on insiste un peu, il va changer d'avis et dire « non, finalement, il y en a plus là ». Son raisonnement, c'est une maison en construction. Les fondations sont pas encore stables. Jusqu'au grand dénouement, vers 8 ans. Là, la logique prend enfin le pouvoir sur l'illusion. C'est ça. La conservation de la matière est acquise. L'enfant ne se contente plus de donner la bonne réponse. Il peut l'expliquer en utilisant un des 3 outils de sa nouvelle boîte à outils. Et ce qui est génial dans la méthode de Piaget, et les articles insistent vraiment là-dessus, c'est qu'il ne se contentait pas d'un QCM. Il appelait ça l'analyse clinique critique. C'est-à-dire, C'était une véritable conversation, un contre-interrogatoire bienveillant. Il poussait l'enfant dans ses retranchements, il lui proposait des contre-arguments pour voir si sa logique tenait la route. il testait la solidité du raisonnement. Exactement. Il voulait pas savoir si l'enfant avait raison, mais comment il pensait. D'accord. Donc, l'enfant a résolu la première énigme, la matière. On pourrait se dire que la suite est facile. S'il a compris pour la pâte à modeler, il a forcément compris pour le poids, non? Eh ben non. Mais les sources nous montrent que c'est un tout nouveau niveau dans le jeu, bien plus difficile. Pourquoi le poids, c'est une énigme si différente? C'est une excellente question, parce que ça révèle toute la complexité de cette construction. Pour le poids, l'expérience est similaire.
Deux boules de pâte identiques, on en transforme une en galette, mais cette fois on demande, ont-elles toujours le même poids? D'accord. Et là, même un enfant qui a réussi le test de la matière peut complètement échouer. La conservation du poids, ça n'arrive que plus tard, vers 9-10 ans. Ah, attendez une seconde. Les enfants qui disent que la galette est plus lourde ou plus légère, ça veut pas juste dire qu'ils se trompent? On a l'impression que c'est pas une autre logique, mais juste une mauvaise réponse. C'est là que réside toute la beauté de la théorie de Piaget. Ce n'est pas une mauvaise réponse si on se place dans leur système d'exploitation mentale. D'accord, je vois. Pour un enfant au stade préopératoire, la règle d'or c'est si ça a l'air différent, c'est que c'est différent. Une galette, c'est plus étalé, ça prend plus de place sur la table, donc sa propriété poids doit aussi avoir changé. Sa logique est cohérente avec les règles de son monde. Parfaitement cohérente avec son monde, qui est un monde perceptif. D'accord, vu comme ça, ce n'est pas une erreur, c'est l'application d'une autre loi de la physique mentale. Et donc on retrouve les mêmes étapes, les non-croyants, les sceptiques et enfin les convertis. Exactement les mêmes. D'abord les non-conservants, entre 4 et 6 ans, pour qui la forme et le poids sont indissociables. Mhm. Puis les hésitants, entre 6 et 8 ans, qui sont en plein conflit cognitif. Ils sentent que la logique devrait s'appliquer, mais leur perception leur crie le contraire. C'est très inconfortable pour eux. Je peux imaginer. Et enfin, les conservants, vers 8 ans et plus, pour qui la réponse devient une évidence logique. C'est le même poids, on n'a rien ajouté, on n'a rien enlevé. Point. Les sources utilisent une métaphore formidable pour décrire ce voyage. L'enfant commence comme un petit artiste qui sculpte sa réalité en fonction de ce qu'il perçoit. Oui, j'aime beaucoup cette image. Ensuite, il devient un petit philosophe hésitant, torturé par le conflit entre ses sens et sa raison naissante. Pour enfin éclore en petit scientifique. Il ne se fie plus aux apparences, mais à une théorie solide, à une structure logique qu'il a lui-même construite et vérifiée. Et c'est ça qui est crucial. Oui, ce n'est pas une connaissance qu'on lui a enseignée. C'est une structure de pensée qu'il a forgée lui-même en se confrontant aux contradictions du monde. Le cerveau a donc appris que les choses peuvent rester les mêmes tout en ayant l'air différentes. C'est un pas de géant. Un pas de géant, oui. Mais le monde n'est pas juste fait de choses pareilles ou différentes. Il est fait d'ordre, de plus grand qu'eux, plus petit qu'eux. Comment un enfant apprend à construire une échelle dans sa tête? Là, les documents nous amènent à une autre compétence fondamentale, la sériation. La sériation, c'est tout simplement la capacité de mettre des objets en ordre. L'exemple classique, c'est de donner à un enfant une dizaine de bâtons de tailles différentes et de lui demander de les ranger du plus petit au plus grand. D'accord. C'est un test parfait pour voir si la pensée est devenue organisée. Et pour y arriver, l'enfant doit acquérir un nouvel outil mental, la transitivité. La transitivité. Ah oui. C'est le fameux principe de l'algèbre mentale. Si je sais que le bâton A est plus grand que le B, et que le B est plus grand que le C, Mon cerveau peut conclure que A est plus grand que C sans même avoir besoin de les comparer l'un à côté de l'autre. exactement, c'est une déduction pure. C'est un énorme saut de ce qu'on peut voir à ce qu'on peut penser. Précisément. Et c'est l'acquisition de cette compétence qui fait toute la différence. Les études qu'on a sont très claires là-dessus. À 4-5 ans, l'enfant est perdu. Il va faire des paires, un petit avec un grand, mais il n'a aucune vision d'ensemble. Puis vers 5-6 ans, il y arrive, mais c'est pénible à regarder. C'est ça. Il prend un bâton au hasard, le compare à tous les autres, le place, se rend compte que ça va pas, recommence. C'est de la réussite par essai-erreur, il n'a pas de méthode. C'est du tâtonnement. Et c'est à partir de 6-7 ans que la magie opère. La réussite devient opératoire, comme dit Piaget. C'est-à-dire? L'enfant a une méthode, un algorithme. Il va chercher le plus petit de tous les bâtons, le mettre de côté. Puis, il cherche le plus petit de ceux qui restent, et ainsi de suite. Il peut faire ça parce que la transitivité lui permet de comparer l'ensemble dans sa tête. Donc, c'est pas juste une question d'être ordonné ou pas, c'est la naissance de la pensée systématique. Complètement. L'enfant est littéralement en train d'écrire son premier programme informatique dans sa tête. Étape 1, trouver le plus petit élément. Étape 2, le placer. Étape 3, recommencer. C'est fondamental. Absolument. Et Piaget a vérifié ça avec, je crois, 7 expériences différentes. La conclusion est toujours la même. Le cerveau évolue d'une approche infralogique, basée sur le 1 par 1, à une approche logique et structurée qui lui permet de manipuler un ordre complet dans son esprit. Quand on prend un peu de recul, ce que tout ce parcours nous montre, c'est que le raisonnement d'un enfant n'est pas juste une version ratée d'une autre. Non, surtout pas. C'est un système d'exploitation entièrement différent, avec ses propres mises à jour. C'est une construction qui part de l'illusion des sens, qui traverse une mer de doutes pour enfin accoster sur le continent de la logique.
L'idée la plus forte à retenir de Piaget, c'est sans doute celle-ci. L'enfant est l'architecte en chef de sa propre intelligence. J'aime bien cette formule. Il ne reçoit pas le savoir, il le conquiert. Il le construit, le déconstruit, le reconstruit sans cesse en se frottant au monde réel. C'est une vision incroyablement active et optimiste de l'apprentissage. C'est vrai, c'est une perspective qui donne beaucoup de pouvoir à l'enfant lui-même. Tout à fait. Et cela nous amène à une dernière pensée, une question que soulèvent implicitement ces documents. Toute la théorie de Piaget repose sur l'importance de la manipulation d'objets concrets, sur l'action physique pour construire la pensée logique. Mhm. Alors, une question pour la route. Quelles pourraient être les conséquences de ce modèle pour le développement des enfants d'aujourd'hui, qui interagissent de plus en plus avec le monde, non pas à travers des cubes en bois et de la pâte à modeler, mais à travers des écrans lisses et des environnements numériques souvent abstraits?